Le lendemain des secousses nocturnes qui avaient ébranlé Valmont-sur-Rivière, la petite ville se réveille sous un ciel grisâtre, chargé d'une humidité oppressante. Les rues, habituellement animées par les rires des enfants et les salutations des voisins, sont enveloppées d'une nervosité palpable. Les pavés luisent encore de la rosée matinale, mais les regards des habitants ont changé. Les adultes marchent d'un pas plus pressé, leurs épaules voûtées comme sous le poids d'un secret trop lourd. Ils parlent plus bas, en murmures étouffés, comme si les murs des maisons pouvaient entendre. Les fenêtres se ferment malgré la chaleur étouffante de l'été finissant, et les rideaux sont tirés avec une hâte inhabituelle. Personne ne mentionne les bruits étranges de la nuit précédente. Personne ne pose de questions à voix haute, comme si admettre l'existence de ces tremblements reviendrait à invoquer quelque chose de plus sombre. Les commerçants échangent des regards complices derrière leur comptoir, et les conversations s'interrompent abruptement quand un enfant passe à proximité. L'air semble chargé d'une électricité invisible, une tension qui fait vibrer les nerfs de tout. Chez Lucas, la matinée commence comme d'habitude, mais l'atmosphère est lourde. Assis à la table de la cuisine, il observe son père, un homme d'ordinaire calme et méthodique, un ingénieur à la retraite qui passe ses journées à bricoler dans le garage. Ce matin-là, son père renverse son café d'une main tremblante, le liquide brun se répandant sur la nappe à carreaux comme une tache accusatrice. Lucas sursaute, mais son père ne s'excuse pas. Il essuie simplement la table avec un chiffon, les yeux fuyants. « Désolé, fiston, je suis un peu distrait aujourd'hui », marmonne-t-il sans conviction. Au moindre claquement, le bruit d'une cuillère tombant dans l'évier, ou le craquement du plancher sous les pas de Lucas, l'homme sursaute, son visage blêmissant. Il évite soigneusement de croiser le regard de son fils, fixant plutôt son assiette vide comme si elle renfermait un secret. Lucas sent une boule se former dans sa gorge. Il veut poser des questions, mais les mots restent coincés. Soudain, un léger tremblement traverse la maison, un frisson subtil qui fait vibrer les verres dans le placard. Le père de Lucas se lève brusquement, son fauteuil raclant le sol avec un bruit strident. Il se dirige vers la porte du garage, qu'il vérifie d'un geste nerveux, tournant la clé dans la serrure pour la première fois depuis des années. Ce geste simple, anodin en apparence, suffit à alerter Lucas, quelque chose est en train d'être dissimulé, un voile jeté sur la réalité qu'il connaît. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» ose enfin Lucas, mais son père se contente de hausser les épaules. « Rien, juste de la prudence. Va à l'école, ne traîne pas. » De l'autre côté de la ville, chez Mila, l'atmosphère est tout aussi tendue, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Mila, curieuse et méthodique, profite de la matinée pour fouiller dans les vieux placards de la maison familiale, à la recherche de documents pour un devoir d'histoire sur l'évolution des petites villes françaises. Elle grimpe sur un tabouret bancal, ses doigts effleurant les étagères poussiéreuses du grenier. L'air y est chargé d'une odeur de vieux papier et de moisis, et la lumière filtrant par une petite lucarne projette des ombres dansantes sur les murs. En déplaçant une pile de cartons jaunis, elle tombe sur une boîte métallique oubliée au fond d'un placard, couverte d'une épaisse couche de poussière qui la fait éternuer. Intriguée, elle l'ouvre avec précaution, révélant un trésor inattendu, des photos jaunies, aux bords cornés, montrant un groupe d'adultes plus jeunes, équipés de casques de chantier et de lampes frontales, posant fièrement devant une entrée souterraine sombre et béante. Les visages sont familiers, elle reconnaît vaguement son oncle, et peut-être même le père de Lucas parmi eux. Mais ce qui la frappe le plus, c'est le symbole gravé sur une balise visible à l'arrière-plan, un cercle traversé de lignes irrégulières, identique à celui de l'objet métallique qu'ils ont trouvé près de la rivière. Mila retourne une des photos, son cœur battant plus fort. Au dos, une date est inscrite à l'encre noire fanée, 1987. D'autres clichés montrent des équipements étranges, des appareils électroniques rudimentaires, des câbles serpentant dans l'obscurité, et des expressions sérieuses sur les visages. Une note manuscrite glissée entre deux photos dit simplement « Projet Écophase 1 ». Ne pas divulguer. Mila sent un frisson glacé lui remonter l'échine. Ces images ne sont pas de simples souvenirs de vacances, mais des preuves d'un passé enfoui, lié à ce qui secoue la ville aujourd'hui. En fin d'après-midi, les trois amis se retrouvent chez Élise, dans sa petite maison au bord de la rivière. Sa mère, infirmière de nuit à l'hôpital local, est déjà partie pour son service, laissant la maison silencieuse, presque trop calme. Les murs tapissés de papier peint fleuri absorbent les sons et l'air sent le thé refroidi et les livres anciens. Élise semble différente ce jour-là. Ses yeux sont cernés de fatigue et elle parle lentement comme si elle choisissait ses mots avec difficulté, pesant chaque syllabe. Assis autour de la table basse du salon, ils étalent leurs découvertes, la balise, les photos de Mila et les observations de Lucas sur son père. Élise écoute, mais son attention semble ailleurs. Elle confie alors entendre parfois des fragments de conversations qui ne sont pas là, des voix lointaines, étouffées, qui semblent venir de sous le sol, comme des murmures filtrant à travers la terre. C'est comme si la ville parlait, dit-elle d'une voix tremblante. Dame, mots que je ne comprends pas tout à fait, mais qui me font mal à la tête.
Curieuse, elle tend la main vers la balise métallique posée sur la table. À peine ses doigts l'effleurent-ils qu'une douleur fulgurante traverse son bras comme un choc électrique. Elle lâche l'objet avec un cri étouffé et recule, paniquée, se tenant le poignet. Ses yeux se voilent un instant et elle décrit des images qui lui ont traversé l'esprit, les couloirs sombres éclairés par des lumières rouges intermittentes, des silhouettes pressées en combinaison blanche, des cris étouffés derrière des portes épaisses et rouillées. Il y avait de l'eau qui goûtait et une odeur de métal froid, ajoute-t-elle, haletante. Lucas et Mila échangent un regard inquiet. Élise semble connectée à quelque chose de plus grand, un lien invisible qui la rend vulnérable. Ils passent l'après-midi à spéculer, à se dessiner des cartes approximatives des souterrains basées sur les photos et à se promettre de creuser plus profond. Mais la tension monte. Dehors, le soleil décline et les ombres s'allongent sur la rivière. Lucas décide qu'il ne peut plus attendre. Rentré chez lui, il attend le dîner pour confronter son père. La cuisine est illuminée par une lampe jaunâtre et l'odeur de la soupe aux légumes emplit l'air. La discussion commence par des banalités l'école, le temps met Lucas sans la frustration bouillir en lui. Papa, arrête de me mentir, lance-t-il enfin, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Son père pose sa fourchette, les réponses viennent d'abord vagues, ce ne sont que des tremblements de terre mineurs, rien d'inquiétant. Puis glisse vers un silence lourd, chargé de non-dits. Lucas insiste, mentionnant les photos, la balise, les bruits nocturnes. Finalement, l'homme cède, son visage s'affaissant comme si un poids invisible le quittait. Il avoue avoir travaillé, brièvement, dans un centre de recherche situé sous la ville, un complexe souterrain officiellement fermé après un incident qualifié à l'époque de technique. C'était il y a des années, en 1987, dit-il d'une voix rauque. Nous étudions les ondes sismiques, électromagnétiques, leur comportement anormal dans certaines zones de la région. La rivière, avec ses courants souterrains, amplifiait tout. Mais très vite, les expériences ont dépassé ce qui était prévu. D'âmes anomalies sont apparues, des échos qui ne s'expliquaient pas, des interférences qui semblaient provenir d'un autre plan. Il prononce alors un mot qu'il n'avait jamais osé dire jusque-là à l'écho. Selon lui, les chercheurs avaient découvert un espace souterrain où les ondes semblaient se refléter comme sur une surface invisible, créant des résonances impossibles. C'était comme si le sol renvoyait non seulement les sons, mais les pensées, les souvenirs, explique-t-il, les yeux dans le vague. Certains entendaient des voix fantômes, des échos de conversations passées. D'autres disaient percevoir une version altérée de la ville, comme un reflet déformé dans un miroir brisé, des rues tordues, des bâtiments qui n'existaient pas. Le projet aurait dû être arrêté plus tôt. Mais un jour, pendant une expérience de routine, un enfant a disparu. C'était le fils d'un des scientifiques, venu visiter. Il s'est volatilisé dans les couloirs et on n'a jamais retrouvé trace de lui. Le dossier a été classé secret défense. Le centre fermé. Et le silence imposé à tous les participants, sous peine de sanction. On nous a dit que c'était fini, mais je sais que ce n'est pas vrai, murmure le père, les larmes aux yeux. Les bruits, ils reviennent. Cette révélation frappe Lucas de plein fouet, comme un coup au plexus. Noah n'est peut-être pas le premier à avoir été englouti par ce mystère. Et surtout, ce qui a été enterré n'a jamais cessé d'exister. Il sommeille, attendant son heure. Lucas quitte la table, la tête bourdonnante, des questions tourbillonnant dans son esprit, qui d'autre sait. Pourquoi maintenant ? La nuit tombe sur Valmont-sur-Rivière, enveloppant la ville d'un manteau d'obscurité veloutée. Une nouvelle panne d'électricité plonge le quartier nord dans le noir complet, les lampadaires s'éteignant un à un comme des yeux se fermant. Chez Élise, où les amis se sont réfugiés pour la soirée, l'atmosphère est illuminée seulement par la lueur vacillante des bougies posées sur la table. Les flammes dansent, projetant des ombres grotesques sur les murs. Élise, assise en tailleur sur le tapis usé, ressent une pression intense dans sa tête, comme si un étau se resserrait lentement. Elle murmure des phrases qu'elle ne comprend pas entièrement, des bribes incohérentes. La porte s'ouvre trop souvent. L'endroit devient impassible. Il appelle les perdus. Mila et Lucas l'observent, inquiets, essayant de la calmer avec des mots rassurants, mais leur voix tremble. Dehors, le vent se lève, faisant claquer les volets, et la rivière murmure plus fort, comme un complice. À minuit précis, un grondement secoue la maison, plus proche que jamais, faisant trembler les fondations et renverser une bougie qui s'éteint dans une volute de fumée. Les amis se figent, le cœur battant. Les adultes, dans leur maison voisine, continuent de prétendre que rien ne se passe, des lumières s'allument brièvement aux fenêtres, puis s'éteignent, comme si tout était normal. Mais les enfants savent désormais une chose, la ville leur ment depuis des décennies. Et ce qu'elle cache, l'écho, les disparitions, les secrets enfouis commencent à se réveiller, impassis de réclamer ce qui lui appartient.